Dans ce deuxième module, nous allons présenter quelques notions élémentaires liées au calcul vectoriel des forces. Par définition, une force est une action mécanique qui tend à mettre un corps rigide en mouvement. Si le corps résiste à ce mouvement, il demeure immobile et il obéit alors aux lois de la mécanique statique. C'est le cas par exemple d'une poutre en bois qui supporte le poids d'un plancher. Si au contraire le corps est en mouvement, sa trajectoire et sa vitesse obéissent aux lois de la mécanique dynamique. C'est le cas notamment du mouvement des planètes qui gravitent autour du Soleil sous l'action de la force gravitationnelle. Ici, on voit à l'écran l'exemple d'un homme qui pousse sur une voiture. Donc, en poussant sur la voiture, il exerce une force de poussée horizontale. Si cette force de poussée-là est insuffisante, la voiture demeure immobile et on dit alors que l'ensemble, la structure de l'homme et de la voiture est en équilibre statique, donc il est immobile. Si la force excède la force d'inertie, donc la voiture va se mettre en mouvement, il va avancer, va accélérer. À ce moment-là, on va parler de mécanique dynamique. Évidemment, en ce qui concerne les structures, on prend pour principe que nos structures vont toujours être immobiles, donc on va toujours être au niveau de la mécanique statique. Une force est définie par trois composantes: son intensité, son orientation et son point d'application. Selon la seconde loi du mouvement de Newton, la force est définie comme le produit d'une masse par une accélération. Donc on a que F, la force, est égal à M, la masse, fois A, l'accélération. Dans le système international d'unités, la masse est exprimée en kilogrammes, l'accélération en mètres par seconde au carré et la force en newton. On a donc par définition que 1 newton est égal à 1 kg par mètre par seconde carré. Sur Terre, l'accélération gravitationnelle est égale à 9,81 mètres par seconde carré, ce qui signifie qu'une force de 1 newton correspond environ à un poids de 100 grammes, puisque 0,1 kg fois 9,81 mètres par seconde carré va nous donner une force de 0,981 newton. Comme cette unité de mesure est très petite, on utilisera généralement le kilonewton pour mesurer les forces. 1 kilonewton correspondant alors approximativement un poids de 100 kg. Les forces sont représentées graphiquement par des vecteurs qui sont caractérisés par leur intensité, qui est exprimée en kilonewton, et leur orientation. La longueur du vecteur est proportionnelle à l'intensité de la force. Donc ici, on va donner un exemple. On a représenté graphiquement un vecteur de force. Donc la flèche indique l'orientation de la force. Dans ce cas-là, on voit que la force est orientée vers le coin inférieur droit de l'écran. Et si on mesure la longueur de ce vecteur-là à l'échelle, ça va nous donner l'intensité de la force. Donc, si on suppose que notre échelle correspond à 1 cm qui est égal à 10 kN, donc dans ce cas-là, on mesure que le vecteur fait 5 cm de long. Donc, on va en conclure qu'il s'agit d'une force de 50 kN. Ici, on a une autre force qui a exactement la même orientation que la première, qui est parallèle à notre premier vecteur de force. Mais dans ce cas-là, l'intensité est différente. Donc, si on mesure notre force à l'échelle, toujours avec l'échelle de 1 cm égale à 10 kN, comme on a 10 cm, on va en conclure qu'on a une force de 100 kN. Donc, on est dans le cas où on a deux forces d'orientation, de même orientation, mais d'intensité différente. Lorsqu'un corps va être soumis à plusieurs forces, on peut remplacer l'ensemble de ces forces par une seule force qu'on va appeler la force résultante et qui va produire exactement le même effet sur le corps en question. La force résultante va être obtenue en faisant l'addition vectorielle des forces, donc c'est-à-dire en traçant un polygone de forces qui aligne chacune des forces bout à bout. Considérons ici un point A dans l'espace. On va tracer ici le diagramme des forces qui sollicitent le point A. Donc, pour les besoins de cet exemple, on va considérer que trois forces qui sollicitent le point A. On a une première force horizontale de 75 kN dirigée vers la droite. On a une deuxième force de 100 kN dirigée vers le bas. Et on a une troisième force inclinée de 125 kN dirigée vers le coin inférieur droit de l'écran et inclinée à un angle de 4,3 par rapport à l'horizontale. Donc, si on veut remplacer ces trois forces-là par une force résultante équivalente, ce qu'on va faire, on va faire l'addition vectorielle des forces. Donc, c'est très simple, on va tracer ce qu'on appelle un polygone de force.
Donc, on va partir de notre point de départ, le point A, et on va mettre bout à bout les trois forces qui sollicitent ce point. Donc, on peut commencer ici par la force verticale de 100 kN dirigée vers le bas. Ensuite, on va ajouter à l'extrémité de cette force-là notre force en diagonale de 125 kN dirigée vers le coin inférieur droit de l'écran avec un angle de 4,3. Et finalement, on va ajouter la dernière force horizontale de 75 kN dirigée vers la droite. Donc, en traçant un nouveau vecteur de force qui va partir du point d'origine, le point A, et qui va se terminer au point d'arrivée, on va obtenir une force résultante qui est illustrée ici en rouge à l'écran. Donc, on s'aperçoit que pour cet exemple, notre force résultante va avoir exactement la même orientation que notre force inclinée de 125 kN. Par contre, son intensité va être différente. Si on mesure cette force-là à l'échelle, on va trouver que cette force-là a une intensité de 250 kN. L'ordre d'addition des forces n'a aucune importance. Par exemple, si on reprend l'exemple précédent, à partir du point A, on avait tracé le polygone de force, donc on avait commencé par placer notre force verticale de 100 kN, on y avait ajouté notre force diagonale de 125 kN, on avait terminé par la force horizontale de 75 kN, et en traçant la résultante en partant du point A jusqu'au point d'arrivée du polygone des forces, on avait obtenu notre force résultante inclinée de 250 kN. Donc, on pourrait également, à partir du point A, commencer par placer la force horizontale de 75 kN, y ajouter la force diagonale de 125 kN et terminer par la force verticale de 100 kN. Donc, si on part du point d'origine A et on va jusqu'au point d'arrivée de notre polygone de force, on obtiendrait toujours la même force résultante de 250 kN qui est inclinée vers le coin inférieur droit de l'écran. Un autre exemple, c'est toujours à partir du point A, on aurait pu commencer par notre force inclinée de 125 kN, y ajouter la force verticale de 100 kN, terminer par la force horizontale de 75 kN, et en traçant notre force résultante, on a toujours le même résultat, on a une force résultante inclinée de 250 kN. Donc on voit bien que quel que soit l'ordre d'addition des forces, le résultat final est toujours le même. Inversement, on pourrait aussi décomposer une force en une ou plusieurs composantes. On pourrait, par exemple, vouloir décomposer notre force résultante en deux composantes orthogonales, une composante horizontale et une composante verticale. Dans ce cas-là, on ferait l'exercice inverse. Donc, à partir du point A, on connaît notre force résultante, qui est égale à 250 kN, qui est orientée vers le coin inférieur droit de l'écran avec un angle qui fait 4 dans 3. Donc, on pourrait remplacer ça par une force verticale et une force horizontale. Et si on regarde l'addition vectorielle de notre force verticale et de notre force horizontale, on a le même résultat. Donc, si on mesure ça à l'échelle, on va trouver que la force verticale est égale à 200 kN orientée vers le bas et que la force horizontale est une force de 150 kN orientée vers la droite. Donc, sur le point A, on pourrait dire que le point A est sollicité par une force verticale de 200 kN dirigée vers le bas et une force horizontale de 150 kN dirigée vers la droite. Donc, que le point A soit sollicité par ces deux forces-là ou qu'il soit sollicité par notre force résultante de 250 kN inclinée, ça va avoir exactement le même effet. Donc, la figure suivante va illustrer trois combinaisons de charges qui produisent exactement le même effet sur le point A. Donc, tout d'abord, on a la combinaison qu'on avait initialement. On a notre point A qui est soumis à trois charges. Une charge verticale de 100 kN vers le bas, une charge horizontale de 75 kN vers la droite, une charge diagonale de 125 kN orientée vers le coin inférieur droit de l'écran. Ça, on pourrait remplacer cet ensemble de trois forces-là par une seule force résultante de 250 kN orientée vers le coin inférieur droit de l'écran, ou on pourrait aussi le remplacer par deux forces orthogonales, une force horizontale de 150 kN dirigée vers la droite, une force verticale de 200 kN dirigée vers le bas. Donc, on prenne n'importe quelle de ces trois combinaisons de charges-là, ça va donner exactement le même effet sur le point A.
Un corps est dit en équilibre statique lorsqu'il n'est pas en mouvement. Pour qu'un corps soit en équilibre statique, il faut donc que la résultante de toutes les forces qui le sollicitent soit nulle. Cela signifie que lorsqu'on va tracer le polygone de force, le point de départ et le point dérivé du polygone vont être confondus. On dit alors que le polygone est fermé. En fait, ça correspond à la troisième loi du mouvement de Newton, qui veut que l'action soit égale à la réaction. Dans une structure, donc, les réactions d'appui vont s'ajuster afin de satisfaire cette condition et de préserver l'équilibre statique de la structure. Si on regarde une structure très simple d'un homme qui pousse sur un mur, donc précédemment on a parlé d'un homme qui poussait sur une voiture, donc on a dit que si l'homme poussait avec une force suffisamment grande, la voiture va se mettre en mouvement. Dans le cas d'un mur, bien évidemment, peu importe la force de poussée que l'homme va exercer sur le mur va évidemment demeurer immobile. Donc dans ce cas-là, si on a un homme par exemple qui exerce une poussée horizontale de 1 kN dirigée vers la droite sur le mur, ben, comme le mur est en équilibre statique et qu'on veut que les forces soient à l'équilibre, donc ça signifie qu'en fait, que le mur va pousser sur l'homme avec une force égale, 1 kN, mais dirigée en sens opposé, c'est-à-dire dirigée vers la droite, pour que notre structure demeure immobile. Puis quelle que soit la force que l'homme va exercer sur le mur, ben, le mur va automatiquement générer une réaction d'appui qui va être égale, mais en sens opposé, pour préserver l'équilibre statique du mur, c'est-à-dire pour empêcher qu'il ne bouge. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'équilibre statique dans une structure. On peut terminer ce module en donnant l'exemple très simple d'une bicyclette. Donc, on va considérer un cycliste qui roule sur une route plate. Si le cycliste pèse 50 kg, donc ça signifie que le cycliste va exercer une force de 0,5 kN dirigée vers le bas. C'est la force illustrée en rouge ici sur l'illustration. Donc, pour que notre système soit à l'équilibre statique, ça signifie que le sol va exercer une poussée de 0,5 kN vers le haut sur le cycliste. Donc, c'est la force représentée en bleu à l'écran. Donc, on a le cycliste qui exerce une force de 0,5 kN vers le bas. Et on a le sol qui va exercer une réaction d'appui de 0,5 kN vers le haut. Ces deux forces-là vont s'équilibrer et donc notre cycliste va être immobile dans l'axe vertical. Imaginons maintenant que notre cycliste est dans une courbe. Donc, dans une courbe, on va avoir une force horizontale qui va s'ajouter due à l'accélération centrifuge. L'accélération centrifuge va chercher à pousser la bicyclette vers l'extérieur de la courbe. Donc, dans ce cas-là, la bicyclette va s'incliner tout naturellement afin que la réaction d'appui du sol soit dans l'axe de la force résultante qui s'exerce sur le cycliste. Donc, graphiquement, si on représente ça schématiquement, on a toujours notre cycliste ici, avec une force qui exerce une force de 0,5 kN vers le bas, c'est le poids du cycliste. Dans ce cas-là, on ajoute une force centrifuge, c'est une force horizontale qui est dirigée vers l'extérieur de la courbe. C'est la force horizontale représentée en rouge sur l'écran. Donc, il y a la combinaison de ces deux forces-là qui vont s'exercer sur le cycliste. Si je calcule la force résultante de ces deux forces-là, en faisant l'addition vectorielle de ces deux forces-là, ben, je vais trouver une force résultante inclinée qui va être dirigée vers le coin inférieur droit de l'écran. C'est la force résultante qui est illustrée en vert à l'écran. Donc, toujours pour préserver l'équilibre statique de mon cycliste dans l'axe vertical, j'ai la réaction du sol, la réaction d'appui du sol qui va s'adapter automatiquement. Donc, dans ce cas-là, le sol va exercer une poussée sur le cycliste. Il va exercer une poussée qui est dirigée vers les coins supérieurs gauche de l'écran. C'est la force représentée en bleu à l'écran. Et évidemment, cette force-là va être exactement égale en intensité à la force résultante, mais de direction opposée. Ce qui fait que la force résultante en vert et la réaction d'appui en bleu vont s'équilibrer, vont s'annuler. Pour éviter que le pneu glisse et provoque la chute du cycliste, on pourrait améliorer notre structure en inclinant la piste dans les courbes afin que la résultante des forces demeure perpendiculaire à la surface au sol.
Donc, si on reprend ici la vue schématique de notre cycliste dans une courbe, donc on voit la réaction d'appui du sol, qui est la charge bleue dirigée vers le haut. On voit que cette réaction d'appui-là est inclinée, donc on pourrait la décomposer en deux composantes. Une composante verticale qui va s'opposer au poids du cycliste, 0,5 kN, et une composante horizontale qui va être dirigée vers la gauche et qui va s'opposer à la force centrifuge. Donc, si la chaussée est glissante et que la friction entre le sol et le pneu du vélo est pas suffisamment grande, ben si le cycliste va suffisamment vite dans notre courbe et que la force centrifuge est suffisamment grande, cette réaction d'appui-là pourrait dépasser la force de friction entre le pneu et le sol. Donc, à ce moment-là, le pneu va glisser par rapport au sol et le cycliste va tomber. Pour éviter ça, bon, on pourrait incliner la piste. C'est ce qu'on voit ici sur l'image à droite de l'écran. Donc, si on incline la piste, on peut choisir l'angle de la piste pour que la piste soit perpendiculaire à la réaction d'appui. Donc, si vous regardez ici sur l'écran, notre réaction d'appui, la flèche bleue, est perpendiculaire au sol, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de force horizontale exercée sur le pneu. Et même si la piste était plus glissante, ben on n'aura pas de glissement entre le sol et le pneu. Et à ce moment-là, la chute du cycliste est prévenue. Donc, en inclinant la piste, ben, on va rendre la structure plus efficace et on va diminuer les risques de chute. C'est ce qu'on va faire, par exemple, dans un vélodrome. Hein, lorsqu'on a des vélodromes pour les courses de vélo, on s'aperçoit que la piste est inclinée et que d'ailleurs l'inclinaison de la piste est beaucoup plus prononcée dans les courbes, de manière à ce que la roue du vélo demeure toujours perpendiculaire à la piste. Donc, de façon tout à fait naturelle, lorsque les coureurs vont se promener sur cette piste-là, ils vont ajuster leur poids pour que leur vélo demeure perpendiculaire à la piste. Donc, en agissant ici, on va prévenir considérablement les risques de chute.